إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Les affaires qui vont suivre font froid dans le dos. Vous les connaissez peut-être, ou on avait peut-être déjà entendu parler, mais on a très certainement oublié de tout vous dire à leur sujet. Voici donc 3 scandales français. 3 affaires dans lesquelles les francs-maçons sont impliqués. Cette vidéo est possible encore une fois grâce au sponsor CyberGhost VPN. Ce VPN m'a clairement été utile pour rechercher en toute discrétion les révélations qui vont suivre dans cette vidéo. Lorsque tu utilises CyberGhost VPN, tes informations personnelles sont protégées, ton adresse IP cachée et toutes tes données cryptées. Et il ne collecte ni ne partage aucune de tes données. C'est assez important de l'utiliser lorsque tu te connectes à un Wi-Fi public, comme à un centre commercial, à l'université ou dans un café. Et le deuxième avantage que nous permet CyberGhost VPN est le déblocage de contenu géorestreint. Tu pourras accéder à l'ensemble des catalogues mondiaux des plus grandes plateformes de streaming par exemple. Et en te connectant depuis l'étranger, tu pourras regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locales. Tu pourras aussi appeler avec l'application WhatsApp dans tous les pays où l'application est bloquée. En utilisant le lien dispo juste en dessous en barre d'infos, tu auras moins 83% sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. À ce jour, il y a plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. CyberGhost VPN fonctionne sur toutes les plateformes, Windows, Mac, iOS, Android, Start TV et même les consoles de jeux. Et en plus, tu pourras utiliser une souscription pour 7 appareils. Tu pourras alors partager CyberGhost VPN avec toute ta famille et tes amis. Ils ont un support 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et une garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Alors, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Affaire numéro 1, l'affaire des espions francs-maçons. Tout commence le vendredi 24 juillet 2020 à Créteil. Un homme qui dépose son enfant à la crèche remarque 2 hommes en plein juillet dans une voiture portant des gants. Alors il trouve ça bizarre et il appelle immédiatement la police. La PAC intervient rapidement et contrôle le véhicule. Lors du contrôle, il trouve une arme chargée, un silencieux et plein d'autres objets étranges. Et il vérifie, la voiture est même volée. Bref, les 2 hommes disent qu'ils sont militaires, travaillant pour la DGSE. C'est les services secrets mais extérieurs. Les policiers découvrent que les 2 militaires ont voulu tuer la cible par plusieurs moyens. Poison, faux accident de voiture, exécution, bref. Ils sont interpellés, ils sont placés en garde à vue et la police judiciaire confirme qu'ils sont bien de la DGSE. Et la brigade criminelle reprend alors le dossier. Les 2 militaires de la DGSE disent qu'il s'agit d'une mission homo, c'est-à-dire une mission homicide. Ils donnent leurs noms de mission qui sont Dagomar et Adélar et ils expliquent ensuite aux enquêteurs qui est leur cible. Ils disent qu'il s'agit d'une certaine Marie-Hélène Dini, coach en entreprise. Alors Dagomar, il explique qu'un certain Sébastien les a engagés. Il s'agit d'un détective privé qui travaillait aussi pour la DGSE et qui a réussi à rentrer en contact avec les 2 militaires. Rapidement convoqué, auditionné et ce Sébastien, il explique qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres de supérieurs et surtout, il dit qu'il ne peut rien dire. Il explique simplement qu'il a reçu le courrier d'un homme de la DGSE qui lui a donné rendez-vous sous un pont avec un dossier et une cible. Bref, il ne communique pas l'identité de cet homme. Il explique simplement qu'on leur a dit que cette femme était au service d'un pays étranger et il évoque qu'elle travaillerait pour le Mossad. Bref, Sébastien, il est placé en détention provisoire. La cible, Marie-Hélène Dini, elle explique qu'elle avait déjà subi une agression avec tentative de nuire et qu'on lui avait dit « c'est un avertissement ». Elle pense immédiatement à de la concurrence criminelle dans son domaine du coaching et elle explique qu'elle n'a aucun lien avec le Mossad. C'est la compagne du recruteur Sébastien qui, entendu par la police, révélera la vraie dimension de cette affaire, car Sébastien ne veut toujours rien dire. Sa compagne donne des noms, et surtout le nom de Daniel, de la DCRI. Cette fois-ci, c'est les services secrets intérieurs. Daniel aurait contacté Sébastien en lui disant que c'est une mission d'État. Information qui a son importance, la femme de Sébastien précise que ce n'est pas la première fois qu'ils collaborent ensemble. Daniel sera donc auditionné à son tour et expliquera qu'il a en réalité trompé Sébastien. Il balance absolument tout. Il explique lui-même qu'il s'agit d'un certain Jean-Luc, un coach concurrent de la cible, Marie-Hélène Dini, qui a organisé ce meurtre. Nous arrivons maintenant au plus intéressant. Comment Jean-Luc et Daniel se sont rencontrés? Eh ben, la réponse, elle est simple. Ils appartiennent tous les deux, ainsi qu'un autre intermédiaire, à la même loge maçonnique de l'Ouest parisien.
D'après ce certain Daniel, lui-même franc-maçon, il avoue que c'est entre francs-maçons qu'ils ont organisé ce plan machiavélique. Daniel avoue même que ce n'est pas le premier meurtre. Il balance Sébastien du meurtre de Laurent Pasquali. Toujours d'après Daniel, c'est l'un de ses frères francs-maçons qui aurait demandé à le supprimer en raison d'une dette d'argent. Daniel évoque ensuite une troisième tentative d'assassinat, mais qui celle-ci n'aurait pas abouti. Même si la franc-maçonnerie en elle-même n'est pas responsable et que l'enquête est encore en cours, on voit bien les dérives sanglantes qui peuvent apparaître lorsqu'une personne estime avoir tous les pouvoirs sur Terre, jusqu'à même penser avoir le pouvoir de vie et de mort sur son prochain. Affaire numéro 2, l'affaire Omar Haddad. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire incroyable, il s'agit du prétendu meurtre de Ghislaine Marchal par son jardinier marocain Omar Haddad. Pour faire simple, Ghislaine est retrouvée dans un bain de sang morte chez elle. Et juste avant de mourir, elle aurait écrit sur un mur « Omar m'a tué ». Oui, tué avec ER à la fin. Bon. Premier truc bizarre, Ghislaine c'était plutôt une femme de lettres et elle n'aurait jamais fait une faute aussi grossière. Deuxième truc bizarre, son corps est retrouvé bien plus loin que l'inscription « Omar m'a tué », alors que son état physique n'aurait clairement pas permis d'avoir la force d'écrire et de se traîner ensuite quelques mètres plus loin. Troisième truc bizarre, et je vais m'arrêter là parce qu'il y en a énormément, elle a été tuée un dimanche alors qu'Omar ne travaillait pas le dimanche. Bon, bref. Les gendarmes qui bâclent l'enquête et négligent une multitude de preuves, des témoins inexistants, une équipe judiciaire douteuse et malgré tout, Omar Haddad est reconnu coupable du meurtre de Ghislaine Marchal et condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Ils vont lui monter une réputation de joueur de jeux d'argent, d'homme à femme qui sollicite les prostituées, juste pour le discréditer et pour lui coller une étiquette de coupable. Mais en 1996, il bénéficiera d'une grâce présidentielle. Bon, du coup, ça nous dit pas qui a tué cette pauvre Ghislaine Marchal. Eh bien, en réalité, il y a une personne qui a été physiquement et nommément désignée par une témoin comme étant le vrai meurtrier de Ghislaine Marchal. Il s'agit du patron d'un restaurant du Crot des Cagnes, qui connaissait très bien Ghislaine Marchal, un certain Martial B. Et tout ce qui va suivre est expliqué par la propre fille de Martial B. Elle décrit son père d'ailleurs en disant « Mon père c'est le diable ». Sa fille témoigne d'ailleurs d'abus sexuels de sa part lorsqu'elle était mineure. Elle explique donc qu'en avril 2022, après que son père ait pris connaissance d'une contre-enquête le visant, ce dernier a subitement disparu en s'installant dans une maison isolée. Il a changé son numéro de téléphone, il a coupé les ponts avec ses amis, bref, il mourra très peu de temps après d'une insuffisance cardiaque. Et d'après sa fille, il aurait même fracassé le crâne d'un policier à Cannes, handicapant le gardien de la paix à vie, mais n'a jamais été inquiété pour cela. Mais par qui était-il protégé ? Eh bien, vous l'avez sans doute deviné, son père était franc-maçon. Il avait des amis policiers francs-maçons, mais aussi des amis juges francs-maçons, etc. Pour vous faire rendre compte du caractère très secret et effrayant de certaines loges, sa fille nous informe de l'omerta qui règne dans ce milieu en disant « Je suis partagé entre la déception et le soulagement. Il y a tellement de zones d'ombre autour de mon père. Beaucoup de gens savent des choses. Pourquoi ont-ils peur de parler alors qu'il est mort maintenant ?» Enfin, troisième et dernière affaire, l'affaire du Carlton. Je vais faire très vite. Le Carlton, c'est un hôtel de luxe qui était situé dans la ville de Lille, dans le nord de la France. L'enquête a commencé en 2011, quand des informations ont été révélées sur des soirées libertines organisées par certains hommes d'affaires, des personnes politiques et des policiers dans cet établissement. Parmi les personnes impliquées, l'une des personnalités clés était Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du FMI et personnalité politique influente en France. Il a été accusé d'avoir participé à ces soirées et d'avoir eu des relations avec des prostituées lors de certains de ces événements. L'enquête a également mis en évidence des liens avec le Carlton de Washington et un autre hôtel du même groupe où des soirées similaires auraient eu lieu. Certains ont été inculpés pour proxénétisme aggravé, tandis que d'autres ont été accusés de complicité ou de recel. Le procès s'est ouvert avec 13 personnes inculpées, dont Dominique Strauss-Kahn. Cependant, en fin de compte, en 2015, il a été relaxé des accusations de proxénétisme dans cette affaire. Mais venons-en à l'organisation de ce réseau. Eh bien, les réseaux maçonniques, et plus particulièrement le Grand Orient de France,
apparaissent en toile de fond de l'affaire. Dans une ordonnance datée de la fin de 2011, les 3 juges d'instruction de l'affaire affirment y voir l'œuvre de réseaux francs-maçons, libertins et politiques. Selon François Coche, si rien ne prouve l'implication des obéidances en tant qu'organisation, leurs membres y sont surreprésentés car 6 des 8 mises en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée sont francs-maçons. Est-ce donc ça l'esprit des Lumières? Participer à l'avilissement de la femme à travers ce type d'organisation? Non, il s'agit là plutôt d'esprit des ténèbres, d'esprit malsains et malveillants. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran: Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Les francs-maçons ne sont donc pas exempts de crimes, de manigances ou de détournements, non, bien au contraire. On voit bien à quel point leur statut leur fait croire qu'ils sont au-dessus des lois et intouchables. Mais ils ne sont en réalité au-dessus de personne. Et chaque succès pris illégalement n'est qu'éphémère pour eux. Combien d'affaires non résolues cachent en réalité des ficelles maçonniques? Avec certitude, énormément. Comment est-il alors possible de nos jours que des gens continuent à entrer dans des loges maçonniques? Encore merci à notre sponsor CyberGhost VPN. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un petit prix, cliquez sur le lien en description et n'oubliez pas que c'est 100% satisfait ou remboursé. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.